du journal sur la télévision togolaise, voici les principales articulations. Miser sur le soja pour booster l'économie du pays. Tel est le nouveau pari du gouvernement togolais. Les opérateurs économiques sont mis à contribution. Et puis ces partisans le pleurent depuis hier. L'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi n'est plus. Il est décédé hier à Bruxelles. Et pour beaucoup, c'est une véritable impasse qui s'ouvre dans la vie politique du pays. C'était donc les titres du journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Mais d'abord, les échos de la primature. Ce jeudi, le Premier ministre Komi Selom Klassou a reçu dans ses bureaux une délégation de sœurs de la pouponnière Sainte-Claire de Lomé-Tocrouin. Conduite par la directrice de la pouponnière, elle est allée présenter son projet de construction de logements pour accroître la capacité d'accueil des enfants vulnérables. Nous écoutons sœur Estelle Sommé nous en dire plus au micro de Christine Péché-Kialodé. Nous sommes venus aujourd'hui pour exprimer notre reconnaissance au chef de l'État, bien sûr, à travers le Premier ministre et tout le corps gouvernemental pour le soutien encourageant du gouvernement en faveur de cette mission dont l'intérêt est communément partagé. Je le dis communément partagé parce que nous bénéficions d'une subvention annuelle de l'État togolais pour la prise en charge de ces enfants vulnérables. Donc c'est pour nous véritablement un motif de reconnaissance au niveau du chef de l'État pour ce travail encourageant à notre faveur, mais surtout pour nous signifier que nous sommes soutenus et que ces enfants qui nous sont confiés constituent un maillon essentiel pour la nation togolaise et que c'est tout ensemble que nous avons à œuvrer pour leur bien-être. Et c'est également l'occasion pour nous de présenter nos vœux les meilleurs au Premier ministre et à tout le gouvernement togolais pour implorer la miséricorde de Dieu et sa protection pour tous, parce que nous savons que la tâche n'est pas facile, afin que sa grâce même les accompagne dans leurs lourdes responsabilités. Et en même temps, inviter tous ceux et celles, toutes les personnes de bonne volonté qui sont sensibles à la cause des enfants, de leur manifester leur générosité. Nous avions un projet que nous avons bien voulu soumettre au Premier ministre parce qu'il est assez consistant, parce que c'est un projet de construction et nous avons besoin du soutien de tous. Direction d'Apaon, où les opérateurs économiques de tout le pays sont en formation. Il s'agit d'une rencontre pour leur permettre de cerner le cadre intégré renforcé sur le projet soja. La filière soja devenue une valeur sûre pour booster la croissance économique du pays. Sur place, la correspondance de Désiré à l'œil. Ils viennent de toutes les régions du Togo, les opérateurs économiques et les structures d'appui au commerce sur le cadre intégré renforcé et le projet Soja, un programme multidonateur destiné à faire du commerce un outil essentiel de croissance et de réduction de la pauvreté. La rencontre de Dapaon constitue un coup de projecteur sur les opportunités offertes aux acteurs du commerce. Ça fait la deuxième fois que nous venons ici pour entretenir les opérateurs économiques sur ce projet de cadre intégré de production et de commercialisation du soja. L'objectif, c'est d'aider tous ceux qui sont dans la filière à augmenter leur production, à les aider à la transformation du soja et à la commercialisation soit du produit brut ou du produit qui aurait été transformé, donc les aider dans la commercialisation de ce produit-là. Ils auront acquis cette expérience, cette capacité de se prendre en charge et d'augmenter leur production. Le cadre intégré renforcé est un processus qui contribue à soutenir le gouvernement des pays en développement à renforcer leur capacité en matière du commerce et à intégrer réellement les questions commerciales dans leur stratégie globale de développement. 3 jours de formation pour échanger sur les expériences tirées au fil des années depuis sa création et travailler à anticiper toutes les difficultés.
Et restons toujours dans le Grand Nord, précisément à Koundjouaré, dans le Pendjal, localité que les responsables en charge de la question de la transhumance ont choisi pour lancer l'opération de cette année. Tous les acteurs sont mis à contribution pour sa réussite. Nous retrouvons Désiré Alvé. La transhumance transfrontalière, au même moment qu'elle offre de multiples avantages, notamment économiques, disponibilité des animaux, des géniteurs, lait, fromage et autres, constitue aussi une source de conflit entre éleveurs et agriculteurs. Au Togo, des points d'entrée et des couloirs sont définis pour mieux gérer cette transhumance. La campagne de la transhumance 2017 est officiellement ouverte aujourd'hui, le 31 janvier 2017 et va jusqu'au 31 mai 2017. Et le message, c'est que les transhumants doivent respecter les couloirs, les couloirs de transhumance, les points d'entrée et aussi respecter certaines réglementations qui sont 1. L'interdiction de port d'armes, 2. L'interdiction de pâturage pendant la nuit, le pâturage nocturne. 3. L'interdiction de pâturage dans les zones protégées. Et enfin, le respect des zones de transit. L'innovation, c'est qu'il est actuellement instauré une taxe unique de transhumance qui est payable au point d'entrée au niveau des services de l'OTR. Dans les savanes, 3 couloirs sont définis. Le premier passe par Sankardiagou, Bombergou, Lidol et Kpagnon. Le deuxième quitte Dimandjoga à Kpagnon, passant par Nadano, Narbagou et Biaga. Et le troisième construit la courbe Djanoueni, entrant du Bénin, fait de tour par Gando, puis rentre au Bénin. Après avoir écouté tous les conseils, la contribution que nous allons apporter, c'est toujours de sensibiliser nos éleveurs. On va les remobiliser à reprendre les couloirs précités. Le plan de gestion adopté est lancé ce 31 janvier à Koundjouaré, dans le Pendjal Nord-Ouest, pour le compte de l'année 2017. Ce n'est pas seulement le bétail qui se déplace, les oiseaux aussi le font, et on parle là de des ressources forestières, de pouvoir dénombrer ces oiseaux d'eau migrateurs, une étape importante dans leur suivi écologique et qui survient chaque année du 10 janvier au 3 février. Sandra Adiagbe, Antoinette Omao, va voir. Souvent, les oiseaux d'eau migrateurs se déplacent pour aller s'accoupler et couver les œufs dans une région qui leur est propice. Ils migrent de l'Europe vers le continent africain en longeant la côte atlantique et continuent leur parcours vers l'Asie. Ces oiseaux migrateurs jouent un rôle crucial en matière d'indicateurs de l'environnement, de santé et de changement de saison à travers leur migration. Si le climat est défavorable quelque part, ou bien s'il y a une pression sur un écosystème, les oiseaux migrateurs, ou bien les oiseaux de façon générale indiquent cela. Au-delà de ça, les oiseaux, dans leur globalité, aident à disséminer les graines des plantes. C'est-à-dire quand ils s'alimentent, ils vont loin et ils peuvent, dans leur défécation, etc., dans leur défécation, ils peuvent laisser les graines par terre et qui peuvent germer après tout et enrichir la végétation dans le milieu concerné. Donc il y a certains tradithérapeutes qui utilisent ces espèces-là pour fabriquer des médicaments. Au cours de leur déplacement, ces espèces font face à des intempéries. C'est pourquoi, en 1999, le Togo a signé l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs à Ewa afin de faire un suivi écologique de ces oiseaux. Ainsi, le dénombrement de ces oiseaux se fait chaque année. Le but visé est d'actualiser les données statistiques. Le dénombrement des oiseaux d'eau nous permet d'avoir les statistiques, les données sur les tendances des populations d'oiseaux d'eau au Togo. Et de s'assurer également quelle est la diversité des oiseaux que nous recevons. Parce qu'au fait, pendant la saison d'hivernage au niveau de l'Europe, les conditions climatiques deviennent défavorables. Donc ceci suscite le déplacement des oiseaux en Afrique dans la zone tropicale. Et nous devons
prendre des mesures qui s'imposent pour aménager d'abord les sites, en tout cas ces zones humides, qui sont les habitats qui accueillent ces oiseaux d'eau. Les résultats de l'opération de dénombrement permettront de définir des orientations devant permettre de redynamiser le réseau national de suivi des oiseaux d'eau migrateurs pour ainsi contribuer à l'atteinte des objectifs de l'AEWA. Je vous donne maintenant lecture de ce communiqué conjoint. Durant le mois de janvier 2017, le chef de l'État a visité plusieurs chantiers d'infrastructures routières ouverts dans notre pays et procédé au lancement de nouveaux travaux de construction des ouvrages de franchissement. Ainsi, le 26 janvier 2017, le président de la République a procédé au lancement des travaux de construction d'un pont sur le fleuve Mono, dans la localité d'Alemodi, dans la préfecture de l'Est Mono, couplé de l'aménagement d'une piste d'accès avant de se rendre à Elavagnon, chef-lieu de cette préfecture, où il a posé la première pierre de la construction du marché moderne de la localité. Le pont à construire à Alemodi est d'une longueur totale de 124,95 mètres, dont 120 mètres de portée, d'une largeur de 10 mètres, dont 7,5 mètres de largeur cyclable, avec deux trottoirs de 1,25 mètres chacun. La piste d'accès de part et d'autre du pont a une longueur de 11,23 km et 10,2 mètres de large. L'ensemble permet de relier la route nationale numéro 1 au niveau de Nyamasila à Elavagnon. Le coût des travaux de l'ouvrage, y compris les prestations de la mission de contrôle et de supervision, est de 4 293 39 802 francs CFA. Le délai d'exécution des travaux est de 12 mois, un an. Le projet de construction du pont et de la piste d'accès est une composante connexe du projet multinational Togo-Burkina Faso de réhabilitation des routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9 de l'UEMOA, Lomé-Saint-Cassé-Ouagadougou. Les autres composantes du projet sont, entre autres, la réhabilitation de 150 km de la route nationale numéro 1, section à Takpame-Blita, Aouda, composante principale. La réhabilitation de la voie urbaine d'Atakpame, ENS, Bécon. La réhabilitation de la piste Nyamasila Kolokopé de 55 km. La réhabilitation du marché d'Agné. La construction de 2 centres de transfusion sanguine de 2 maisons de la femme et la formation de 420 jeunes sans emploi. Le coût total de l'ensemble du projet au Togo est de 77 milliards de francs CFA financés conjointement par la Banque africaine de développement, BAD, la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC et l'État togolais. La publication de ce communiqué a été rendue nécessaire en raison de certaines informations erronées qui ont été publiées sur le projet. Toute information relative aux 10 projets est disponible auprès de la représentation résidente de la Banque africaine de développement à Lomé et peut faire l'objet de demandes d'éclaircissement. Et c'est un communiqué conjoint du ministre en charge de l'économie et des finances, de son collègue des infrastructures et des transports et du représentant résident de la Banque africaine de développement, représentant donc les bailleurs de fonds, les bailleurs de ce projet. L'exercice de la profession de journaliste est régi par une déontologie et une éthique qu'il ne faudra négliger ou enfreindre sous aucun prétexte. C'est en substance le message qu'ont rappelé une fois encore les premiers responsables de la RAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, aux hommes de médias ce matin à Lomé. Le compte rendu de la rencontre avec Firmin Adjinari. C'est pour préserver l'espace médiatique des dérives pouvant entraver son bon fonctionnement que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC, veut appeler les professionnels des médias au respect des règles déontologiques qui caractérisent la profession. Depuis quelques mois, la HAC s'est retrouvée face à toutes sortes de violations des principes de base, notamment le non-respect des cahiers de charges de certaines chaînes de radio et de télévision,
de la périodicité des titres de la presse écrite dans l'utilisation de la carte de presse et des dispositions relatives à la publicité sur les médias écrits et audiovisuels. 4 sujets importants ont été débattus au cours de la rencontre. La situation administrative des radios et télévisions vis-à-vis de leur autorisation, la question de la publicité médiatique, la situation administrative des journaux écrits paraissant au Togo et la question de la délivrance de la carte de presse. Sur chacun des points, nous avons développé les idées qui les entourent, notamment en ce qui concerne les radios, c'est de les inviter à renouveler leur autorisation d'installation et d'exploitation. Les responsables des organes de presse doivent donc prendre leurs responsabilités en vue de s'inscrire dans la dynamique d'une presse libre et démocratique. Il y a déjà 7 mois que nous échafaudons ensemble des stratégies pour amener notre profession à contribuer davantage à la sécurité et à la paix, à la prospérité de notre pays, pour le bonheur de tous et surtout pour l'avènement d'un véritable état de droit par une presse effectivement libre et responsable. Nous avons convenu qu'il fallait redonner ces lettres de noblesse à notre profession. Pour ce faire, nous nous sommes engagés à privilégier le dialogue, la discussion, l'écoute, la tolérance, bref, la pédagogie et la persuasion, afin de permettre à chacun de prendre ses marques. Selon la HAC, le 5 février prochain reste la date butoir pour les organes de presse pour se conformer aux procédures administratives au risque de tomber sous le coup de la loi. C'est pour préserver l'espace médiatique des dérives pouvant entraver son bon fonctionnement que la haute autorité de l'audiovisuel des suites d'une embolie pulmonaire. Ce matin, l'émotion était grande dans le pays. Aujourd'hui, autour de la modeste résidence d'Étienne Tshisekedi, celles et ceux qui s'identifiaient à lui ne retiennent pas leurs larmes. Je vous dis que Tshisekedi ne s'était pas battu pour des postes. Tshisekedi s'est battu pour un idéal. Et cet idéal-là, madame, nous allons tout faire. Puisqu'il nous a indiqué le chemin, nous irons jusqu'au bout. Nous manquons de mots pour exprimer le sentiment que nous avons aujourd'hui. C'est une grande perte. Tshisekedi représentait beaucoup pour le parti, pour le peuple congolais. À un certain moment, on a dit que c'était l'espoir de tout un peuple. Il est parti, mais nous allons nous efforcer de continuer le combat pour lequel il a sacrifié toute sa vie. Un hôtel improvisé couvre ce trottoir de Kinshasa en attendant les funérailles officielles. Dans la capitale acquise à l'opposition, l'héritage sera difficile à perpétuer. Une chose, je sais que Tshisekedi nous a laissé un testament. Il n'est pas parti comme ça, il nous a laissé un testament. Il nous a demandé à nous, le peuple, de se prendre en charge. Dans la nuit, des membres de l'UDPS ont été expulsés du siège de leur parti par la police. Des heures qui tombent mal, au moment où majorité et opposition sont censés se partager le pouvoir jusqu'à la prochaine présidentielle. La police a évacué les gens qui sont venus pleurer le prince Tshisekedi. Ils ont tiré des lacrymogènes, ils ont menacé les gens, ils ont demandé aux gens de sortir sur le lieu de deuil, les mains en l'air. L'opposition congolaise pourrait se déchirer sur sa succession, car parmi les militants surpris par ce décès, peu semblent prêts à prendre la relève. Soutien puis rival de l'ex-dirigeant Mobutu et ensuite adversaire de Kabila, père et fils, Étienne Tshisekedi, dit le vieux, a toujours rêvé être président du plus grand pays d'Afrique francophone. Sa disparition plonge le pays dans une grande incertitude. Portrait d'un homme qui aura lutté toute sa vie pour son pays avec Gérard Lagoudou. Étienne Tshisekedi a rendu l'âme ce 1er février à Bruxelles dans une clinique. Avec le décès de Tshisekedi, la République démocratique du Congo perd plus qu'un opposant politique. Elle perd une icône, un homme devenu le symbole de la résistance et de l'espoir d'une alternance politique pacifique en RDC. Malade, sa parole publique se fait rare ces derniers temps. Mais lorsqu'il s'agit de défendre la démocratie, il n'hésite pas à monter au créneau, comme en juillet dernier, à quelques mois de la fin du deuxième mandat de Joseph Kabila. Si la Commission électorale nationale indépendante
n'organise pas d'élection, alors nous pourrons parler de haute trahison. Premier étudiant de son pays à décrocher un doctorat en droit, il entame sa carrière politique dans les années 60 aux côtés du maréchal Mobutu et occupe à plusieurs reprises le poste de ministre. Mais au début des années 80, Étienne Tshisekedi prend ses distances avec le chef dictateur. Une rupture qui l'amène à fonder en 1982 son propre parti, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, futur premier parti d'opposition. En 1992, il devient Premier ministre d'un gouvernement de transition. 5 ans plus tard, lors de la chute de Mobutu, il s'oppose à son successeur, Laurent Désiré Kabila. Je profite de votre question pour demander à tout notre peuple de tout faire pour ignorer ces soi-disant gouvernements et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Dans les années 2000, Étienne Tshisekedi se trouve un nouvel ennemi en la personne du nouveau président Joseph Kabila. Convaincu que l'élection présidentielle de 2011 a été truquée, il s'était proclamé président élu. Il n'a depuis jamais été considéré qu'il était le seul à être légitime pour diriger la RDC. Âgé de 84 ans, Étienne Tshisekedi est décédé d'une embolie pulmonaire ce mercredi, laissant derrière lui sa figure de proue dans la conduite de la transition jusqu'aux élections présidentielles en 2018. Retour en page nationale, l'association Planète Vision, une ONG suisse, a offert au ministère de la Santé une clinique mobile de consultation ophtalmologique. Depuis hier, une équipe d'ophtalmologues suisses séjourne donc dans notre pays afin de former les prestataires togolais sur le fonctionnement de la dite clinique équipée de matériel ultra moderne. Ce matin, le convoi était au lycée de Djranaoui à Lomé où plusieurs élèves ont été dépistés et certains ont même reçu des verres de correction optique. Le reportage est signé Ferdinand Diassoa et Ramdan Bassina. En milieu scolaire, nombreux sont les élèves qui souffrent des maux d'yeux. Cela influe sur la scolarité et donne des résultats de fin d'année peu encourageants. L'association suisse Planète Vision apporte son soutien au ministère de la Santé à travers une clinique mobile dotée de cabines de consultation et de fabrication de verres correcteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute une série de défauts visuels chez les petits-enfants qui doivent être dépistés avant l'âge de 8 ans. C'est pour ça qu'un dépistage systématique dans les écoles est tellement important. Si on dépiste ces défauts après, à 10, 12, 13 ans, souvent c'est trop tard, on n'arrive plus à rééduquer les yeux. Donc c'est ça le but de notre action, c'est d'essayer de toucher un maximum d'enfants en dessous de l'âge de 8 ans. On s'est dit qu'il fallait transmettre cet outil de travail qui marche très bien. Le but de notre séjour ici, c'est de transmettre ce qu'on sait comme connaissances pratiques. C'est le lycée de Hedjranaoui qui sert de cadre au lancement de cette campagne de sensibilisation et de dépistage de l'hypermétropie, de la myopie et de la presbytie. Vous voyez, dans 2 classes seulement, on a retenu jusqu'à 28 enfants et qui vont bénéficier des verres. Cette initiative, nous la trouvons salutaire. Avec cette clinique mobile, les gens peuvent avoir instantanément leur verre correcteur, permettre d'aller dans les couches les plus reculées, surtout dans les écoles, pour dépister les enfants qui ont les vices de réfraction et même des enseignants qui ont des difficultés pour lire à cause de l'âge, ce défaut de vision appelé la presbytie, d'avoir des verres correcteurs pour améliorer leur vision. Grâce à ce partenariat, des ophtalmologues et des opticiens togolais formés par l'association Suisse Planète Vision seront à même de prendre la relève. Il s'agira aussi de poursuivre la campagne dans d'autres localités du pays. Je vous donne lecture de cette série de communiqués du ministre en charge de la sécurité et de la protection civile. Le ministre invite les conducteurs et propriétaires de motos victimes de vol de leurs engins à se présenter dans les différents services de la division de la sécurité routière DSR à Lomé et dans les chefs-lieux de région à Tchévié, à Takpamé, Sokodé, Kara et d'Apaon du 13 au 18 février 2017 pour vérification. Se munir de toute pièce justificative et s'adresser aux différents chefs de section de chaque localité.
Dans un autre communiqué, le ministre invite également les conducteurs et propriétaires de motos immobilisés pour diverses infractions au code de la route depuis 2014 jusqu'au 31 décembre 2016 dans toutes les sections de la division de sécurité routière de Lomé, Tchévi, Atapamé, Sokodé, Kara et d'Apaon à se présenter dans ces différentes unités du 6 au 11 février 2017 pour les formalités de retrait de leurs engins. Se munir est toujours de pièces justificatives. Les formalités de retrait des motos durant cette période se dérouleront sans paiement d'amende forfaitaire ni de frais de fourrière. Passé ce délai, les engins non retirés feront l'objet d'une procédure judiciaire. Éducation à présent, le secrétariat technique permanent du plan sectoriel de l'éducation et les acteurs de l'enseignement étaient en une rencontre ce mercredi à Lomé. Il était question, au cours de ces assises, de partager les résultats des enquêtes effectuées dans certaines écoles sur l'utilisation et surtout l'utilité des subventions aux écoles dans le but d'améliorer l'accès, l'équité et la qualité de l'éducation au Togo. L'importance justement et l'utilité de ces subventions dans ce dossier reportage signé Viviane Monsuivi. Au Togo, deux types de subventions sont octroyées aux écoles, la subvention de fonctionnement de l'État instaurée depuis 2008 et les subventions additionnelles gérées par le PERI, Projet éducation et renforcement institutionnel de 2011 à 2013. Ces fonds alloués aux écoles visent à assurer le bon fonctionnement des établissements scolaires du pays. Pour constater la mise en œuvre des politiques de subvention aux écoles, le Togo a bénéficié de l'encadrement technique du programme de recherche de l'Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO. Ainsi, une enquête de terrain a été menée le primaire public pour faire une analyse sur les utilisations et l'utilité de ces subventions. L'heure est au partage des résultats. Dans toutes les écoles, on a remarqué quand même que les fonds ont permis à la scolarisation d'avancer. Donc il y a plus d'élèves qui arrivent dans les écoles. Dans les zones rurales, les parents les plus pauvres ont également eu la chance d'envoyer leurs enfants à l'école parce que ne payant plus de frais de scolarité. On a vu également qu'il y a des difficultés. Par exemple, les fonds n'arrivent pas toujours à temps. Et tous les acteurs se sont plaints, les directeurs d'école, les parents, les enseignants disent qu'à la rentrée, les fonds ne sont jamais disponibles. Donc c'est un défi à relever. Il y a aussi quelques problèmes de gouvernance. Donc il y a parfois des conflits entre les parents et les directeurs d'école qui sont en principe chargés ensemble de gérer ces fonds. Ces subventions ont pour objectif d'accroître l'accès à l'éducation, d'augmenter le nombre des infrastructures et d'améliorer la qualité des enseignements. Elles visent à long terme à donner une plus grande autonomie aux écoles en vue de leur permettre de gérer les dépenses en fonction des besoins identifiés. Et restons toujours dans le monde éducatif pour vous signaler cette nouvelle rencontre du groupe de travail sur le secteur éducatif au Togo. Une rencontre qui s'est tenue donc ce jour sous la conduite des ministres en charge des enseignements primaires et secondaires et celui de la fonction publique. Au menu des discussions, les plateformes revendicatives des fédérations syndicales, en l'occurrence le statut particulier de l'enseignant. La coordination des syndicats de l'éducation du Togo a également été invité pour trouver un consensus afin d'aboutir aux réformes tant souhaitées dans le secteur de l'éducation dans notre pays. Le compte rendu de la rencontre avec Augustin Kossi. À cette rencontre du groupe de travail sur le système éducatif au Togo, le caractère inclusif tant voulu a été effectif. 3 membres de la coordination des syndicats de l'éducation du Togo, CZ, ont rejoint la table des négociations. Les échanges ont porté notamment sur les affectations, l'intégration des enseignants auxiliaires et les cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre des pensions des auxiliaires. La question du statut particulier de l'enseignant a également retenu les attentions. Nous avions convenu au sein du groupe qu'il doit être possible d'inviter toute personne ressource ou tout acteur qui n'est pas membre du groupe qui peut apporter une contribution, soit à notre invitation ou à l'initiative de ces personnes ressources ou de ces acteurs.
Et donc, étant entendu que nous sommes actuellement en train de débattre de la question du statut particulier, qui est une question assez complexe, nous avons jugé utile d'inviter nos amis de la CZ afin qu'ils puissent nous apporter également leur contribution. Cette invitation avait un autre objectif, c'était de nous permettre en tant que groupe de travail de partager avec cette organisation syndicale les conclusions auxquelles nous sommes déjà parvenus. Ces conclusions sont quand même assez significatives, aussi bien concernant la question des enseignants auxiliaires, la question des cotisations et prélèvements échus sur les traitements de certains enseignants auxiliaires et dont ils auraient été lésés. Il en est de même de la question des affectations et des mutations. 3 questions qui faisaient l'objet de la plateforme ou des plateformes revendicatives. Nous avons pu partager avec les membres de la CZ les conclusions et les progrès auxquels nous sommes déjà parvenus. Aujourd'hui, ils ont contribué et participé avec nous aux échanges et aux discussions concernant la question du statut particulier. Nos discussions sont basées sur un projet de document qui avait été déjà élaboré et nous nous sommes rendus compte que cette question qui est débattue depuis 2011, mais entre-temps, il y a eu l'adoption du statut général de la fonction publique en 2013, ce qui fait que certains éléments du document qui existait méritent d'être revisités. En toute hypothèse, c'est une question assez complexe et nous cherchons à étudier l'ensemble des aspects touchant à la problématique du statut particulier, avec comme objectif de parvenir à un certain nombre de principes et d'axes généraux qui par la suite détermineront les mesures que notre pays se doit de prendre afin de mieux valoriser la profession de l'enseignant togolais. Le groupe de travail a exhorté les organisations syndicales, cela veut dire les fédérations des syndicats du secteur de l'éducation, les centrales syndicales et particulièrement les amis de la CZ, afin qu'un travail continue à être fait en direction des enseignants sur le terrain pour amener le calme et la sérénité. Cela signifie que nous avons la ferme volonté et le ferme engagement de poursuivre nos travaux et de parvenir à des propositions de mesures qui devraient être satisfaisantes et répondre aux attentes de tous les acteurs concernés. Pour les différents acteurs, il est souhaitable d'accélérer et d'intensifier les discussions pour faire revenir la sérénité dans le système éducatif. Quand il s'agit de questions de réflexion, sur certains points, vous irez vite, sur d'autres, il est nécessaire de prendre davantage de temps. Mais il nous faut de toutes les façons, de toutes les manières circonscrire les discussions sur le premier point qui concerne les revendications dans le secteur de l'éducation dans le temps. Et nous pensons que d'ici là, on doit quand même aller au mieux pour que rapidement ce premier point soit épuisé. Il faut souligner également qu'aujourd'hui, la séance a connu la participation des représentants de la coordination des syndicats de l'éducation du Togo. Cette séance a permis une clarification encore sur les questions en discussion et nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près au même niveau d'information. Maintenant, pour le reste, nous ne pouvons qu'appeler à la bonne volonté et à la bonne foi du gouvernement parce que, comme on l'a dit tantôt, nous sommes obligés de bouger de la situation initiale vers une autre situation. Il n'est pas question de demeurer dans la situation initiale. Et donc, à partir de la semaine prochaine, nous serons à même d'accélérer pour pouvoir conclure sur le premier point qui concerne les revendications dans l'enseignement. On nous a informé de ce qui s'était fait sans nous. En l'occurrence, par rapport au problème des auxiliaires, le directeur des finances était là. Et comme quoi, on n'attendait pas forcément les papiers pour valider au niveau de l'aspect financier.
ils ont tapé automatiquement et que nous avons soulevé le fait qu'on a des camarades à la base, les camarades de la CZ, qui ont posé le problème de n'avoir pas constaté les effets financiers. Donc le directeur a rassuré que ces cas seraient peut-être dus à certains engagements que ces camarades ont eu à contracter. Au pire des cas, pour des cas qui se révèlent être avérés, un processus est là pour que nous puissions faire valoir les dossiers et on les prendra en compte. Et sur ce point, voilà ce qu'on peut dire. Sur le point concernant la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse de retraite du Togo, c'est vrai, on attendait que la commission puisse nous faire un compte rendu des activités, mais étant donné que le travail n'a pas été peaufiné d'avance avant notre convocation, il s'est dit que prochainement on sera convoqué encore et que peut-être ce point va être éclairci et on verra, on va toucher du doigt ce que nous pouvons appeler le concret. Pour le problème des affectations punitives, on a écouté le ministre. Les dispositions sont prises pour que, une fois, les enseignants puissent être respectés dans leur profession et qu'on ne permettra pas à un DRE ou aux inspecteurs d'affecter un enseignant parce qu'il est en grève ou il réclame ses droits. Et les instructions sont données. Les jours à venir, les dispositions seront prises pour que le mécanisme même des affectations puisse être vérifié. Le problème, c'est au niveau du statut particulier. C'est vrai, les confrères, un travail avait été fait par rapport au statut particulier, mais la science a voulu que ce travail puisse être peaufiné. Et donc, vous comprenez que ça va prendre du temps. Nous disons qu'on puisse toucher du doigt ce qui peut soulager tout le monde, ou soit on octroie une prime en attendant pour que nous puissions désamorcer la crise, ou soit on touche directement à la prochaine séance les aspects financiers de la chose. Aujourd'hui, nous prenons acte et les jours à venir, nous sommes sûrs que nous allons toucher du concret. Et là, ça va être pour un temps. La sérénité reviendra. D'autres rencontres sont prévues dans les jours afin de garantir une année scolaire paisible. L'ambition de tous est de parvenir à l'amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs de l'éducation au Togo. Toutes les autorités locales, notamment les préfets, les présidents de délégations spéciales, les chefs cantons, les chefs de villages et de quartiers, ainsi que les syndicats, les comités de développement de villages et de quartiers, les associations de protection de l'environnement à prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'effectivité de cette opération. Les responsables des administrations publiques et privées sont également priés de mobiliser leurs agents afin de contribuer au succès de cette journée. Et puis on connaît désormais l'affiche de la finale de la CAN Gabon 2017. Ce soir, le Cameroun a battu le Ghana par 2-0. Les Lions indomptables affronteront donc les Pharaons le dimanche 5 février prochain. Un match à suivre donc en direct sur la télévision togolaise. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Adolphe Paka pour la dernière édition du journal. Au revoir.